Bonjour à toutes et tous, ravi de vous accueillir sur cette Agora, l'âge d'or de l'entrepreneuriat féminin. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Et nous accueillons sur ce panel plusieurs femmes, en tout cas qui sont, je ne sais pas si c'est l'âge d'or, mais des femmes en or, dont le dynamisme leur a permis de créer leur entreprise, et bien plus que cela. Et donc, je leur donnerai la parole tout à l'heure pour se présenter et présenter leurs multiples activités. En attendant, je suis Isabelle Lebeau, responsable des partenariats internationaux chez BPI France. Je voudrais en quelques mots rappeler l'entrepreneuriat féminin, quelques chiffres. D'après une étude de BPI France Le Lab qui s'appelle « La place des femmes dans le paysage de la création d'entreprises », de nombreux pays maintenant ont pris conscience de l'impact économique du travail des femmes et de l'entrepreneuriat féminin, qui peut entraîner une augmentation de 10 à 35% en moyenne de la productivité, mais aussi par les bienfaits d'amener de nouveaux produits et des produits d'usage, de nouveaux usages. D'après Global Entrepreneurship Monitor, qui est la plus grande étude sur l'esprit d'entreprise dans plus de 60 pays, près d'une femme sur 5 interrogée a l'intention de créer une entreprise dans les 3 prochaines années contre un homme sur 4. Donc il y a encore un petit différentiel, mais enfin une belle volonté. Les pays à revenus faibles et intermédiaires affichent des niveaux plus élevés d'intention entrepreneuriale, dû souvent au fait qu'il y a moins de place sur le marché du travail pour les femmes. Et les femmes entrepreneurs représentent environ un tiers des entrepreneurs en croissance qui sont actifs dans le monde d'aujourd'hui. Au Maghreb, l'appétence des femmes à créer leur propre entreprise est très élevée et en constante augmentation. À titre d'exemple, 34% des femmes au Maroc souhaitent créer leur entreprise contre 17% en France en 2021. Toujours d'après l'étude de Global Entrepreneurship Monitor. En Tunisie, 25% des startups sont créées par des femmes. Et les femmes africaines, d'après une étude de Roland Berger pour Women in Africa, sont les premières créatrices d'entreprises au monde. Mais cette réalité, ces chiffres cachent aussi des réalités différentes. Souvent, les femmes créent des entreprises de subsistance, on va dire. C'est de l'entrepreneuriat de subsistance. Souvent aussi, les entreprises créées par les femmes sont plus petites, parce qu'elles ont parfois moins de financement, avec des secteurs d'activité plus typés, on va dire, et moins sur de l'infrastructure, de l'industrie, de la mécanique, de l'ingénierie, etc. Mais enfin, soyons optimistes, car par ailleurs, on observe de nombreux développements, le développement de nombreuses structures et des réseaux et des plans d'action qui se mettent en place. Donc j'arrête là, je vais passer la parole à Leila Bazi, à Neila Benzina et à Sandra Locodonou qui se présenteront. Ma question va être de se présenter et en même temps d'expliquer comment vous êtes devenu entrepreneur et pourquoi, quelles ont été vos motivations. Donc peut-être je commence par vous, Leila. Bonjour à toutes et à tous et merci Isabelle pour l'invitation. Alors je suis Leila Bazi, je suis avocate de formation, maman de 2 petites filles. Je suis actuellement cadre dans l'industrie pharmaceutique en tant que directrice éthique et conformité régionale. Mais aujourd'hui, je vais parler un peu plus de mon parcours d'entrepreneur, que je me qualifie comme entrepreneuse sociale. Je suis une fervente militante au profit de l'égalité professionnelle dans la société civile, au Maroc notamment à travers différentes initiatives que j'ai créées, dont un réseau féminin, le Lean in Morocco Chapter, créé en 2016, qui a pour vocation justement d'accompagner les femmes à avoir plus confiance en elles. Et on en parlera tout à l'heure parmi les freins au développement des femmes dans le monde de l'entrepreneuriat. Un réseau qui a pour ambition d'encourager les femmes marocaines à prendre plus d'espace dans la sphère professionnelle, que ce soit le monde de l'entreprise, où vous savez qu'à peine 20% des femmes occupent le marché du travail, du moins la voie formelle, je ne parle pas de l'informel, et à peine 10% des femmes sont entrepreneuses au Maroc. Donc un vrai chantier à bien des égards. Et aujourd'hui, ma mission, que je me suis fixée en tant qu'entrepreneuse sociale, est de contribuer à un monde plus égalitaire, professionnel, à travers ces différentes initiatives. Donc une slasheuse et entrepreneuse sociale dans l'âme. Merci. Alors, vous m'entendez? Très bien. Merci beaucoup Isabelle pour l'invitation également. Je m'appelle Neila Benzina, je suis ce qu'on appelle un serial entrepreneur. Donc j'ai commencé l'entrepreneuriat très jeune.
à l'âge de 23-24 ans. En créant une société dans la tech, dans la data et le digital, spécialisée dans les solutions de business intelligence, de data mining, de profiling, de segmentation, donc de valorisation de la donnée. J'ai commencé ça en fait avec une envie très forte d'impacter l'environnement dans lequel j'allais intervenir. Et l'environnement en question était un environnement franco-tunisien. Je suis aujourd'hui franco-tunisienne, mais quand j'ai démarré mes activités, j'étais en Tunisie avec une volonté de conquérir le monde, puisque je suis intervenue d'ailleurs aux banques de BPI sur le thème de la conquête. Et conquérir le monde depuis ce petit pays au nord de l'Afrique en mettant en place une plateforme de nearshoring et de close-shoring, donc en utilisant les compétences locales pour servir des clients à l'international, des clients européens mais aussi américains, mais également aller un peu plus vers l'Afrique grâce au positionnement unique de la Tunisie et en servant également des clients sur des sujets à forte valeur ajoutée et en jouant la colocalisation dont on a parlé également ce matin. J'ai en fait mené cette société jusqu'en 2018 avec une entrée dans le capital d'un partenaire européen en 2014, puis en 2017, des montées en fait successives dans mon capital. Et puis on a vendu tous au groupe Orange Business Services en 2018. Et là, je me suis dit, bon ben finalement j'ai deux possibilités. Soit je m'arrête, j'ai fait mon cash out, c'est sympa, et je peux peut-être maintenant me reposer un peu. Soit je continue dans ma passion. Et finalement, je me suis rendu compte que j'étais certainement pas une femme qui allait s'arrêter. Et j'ai continué avec deux projets dans l'éducation numérique. Une école d'un genre nouveau, la Holberton School, qui est quelque part une école de formation avec du peer learning, basé sur une plateforme, avec de l'innovation pédagogique tout le long du cursus de formation, avec de l'inclusion, puisqu'on forme des gens qui n'ont pas forcément un background académique spécifique. On les amène vers les métiers où la demande est la plus forte aujourd'hui, qui sont les métiers du numérique, avec également une approche totalement innovante où on leur apprend à apprendre, puisqu'effectivement aujourd'hui, les évolutions technologiques sont telles qu'on a besoin d'apprendre à apprendre en continu. Et à côté de ça, on a monté une plateforme de formation en B2B, dans le numérique également. Et comme vous pouvez l'imaginer, elle a connu une très forte croissance avec la crise Covid. Donc pour certains, ça a été effectivement une catastrophe. Et pour d'autres, comme dans toutes les crises, ça a été une opportunité pour nous. Et donc cette plateforme s'est vendue à des institutions éducationnelles, ont permis la continuité pédagogique. Et elle s'est vendue aussi à des banques, à des institutionnels, aussi bien en Europe que dans la région. Last but not least, je suis revenue à mes premiers amours, une société de conseil et d'ingénierie en système d'information spécialisée dans la data management et dans tout ce qui est digital. Donc voilà, j'ai un parcours d'entrepreneur dans la tech, avec une passion forte effectivement sur tous les sujets de la tech et dans l'éducation numérique, mais aussi une envie d'intervenir dans l'écosystème. Donc, je suis aussi présidente de French Tech Tunis, ambassadrice de Women in Africa et très sensible au sujet effectivement de l'égalité des genres, vice-présidente de Réseau Entreprendre. Bref, j'interviens beaucoup dans l'écosystème et pour moi, c'est une partie très importante puisque c'est ce qui nous permet à un moment donné de rendre aux autres ce qu'on a pu recevoir nous-mêmes et de faire profiter en fait son environnement de son expérience et de ses réussites quelque part. Merci Nella. Je passe la parole à Sandra qui va nous Bonjour expliquer son parcours. Merci Isabelle pour l'invitation. Je suis Sandra Locodonou, je suis franco-togolaise. Je suis maman de 3 petits garçons. Et depuis 2 ans, j'ai créé une fintech depuis Nairobi, dont le but était vraiment de pouvoir intermédier le financement des petites et moyennes entreprises en Afrique subsaharienne. Donc je dis était parce que ce produit, je ne le développe plus, mais je travaille sur un deuxième produit qui va être lancé en septembre. Et donc pourquoi l'entrepreneuriat ? Je me pose la question encore tous les jours. L'entrepreneuriat à 100%. Donc j'ai été employée pendant 12 ans
dans des fonds d'investissement et dans un fonds de garantie. Et mon dernier emploi, en fait, m'a donné les ailes et la confiance de me dire, n'aie pas peur, vas-y, lance-toi. En fait, c'est pas si compliqué, il faut juste se lancer. Et une fois qu'on est lancé, en fait, on y va. Et donc, j'ai volé de mes propres ailes il y a 2 ans. Et je reviens sur ce déclencheur de qu'est-ce qui a fait que je suis devenue entrepreneur. Je dirais que c'est vraiment juste avoir confiance en soi et se dire que ne pas avoir peur d'échouer. Et donc à partir de ce moment-là, s'est cristallisé tout ce que je voulais depuis 5 ans, j'ai toujours voulu fédérer une communauté autour de la résolution des challenges qu'on a sur l'économie réelle en Afrique. Et donc suite à ça, j'ai dit, bon voilà, on y va. Et donc je continue cette aventure depuis 2 ans. Formidable, merci à toutes les 3. Et là, on va en arriver à la deuxième question. C'est au-delà de vos parcours personnels, mais vos parcours sont des éléments importants pour rebondir et pour savoir justement quels sont les obstacles et les opportunités. Qu'est-ce qui peut favoriser l'entrepreneuriat féminin? Donc, on va prendre du temps pour traiter ce sujet-là parce que c'est une ouverture à toutes celles qui voudraient démarrer, qui voudraient créer leur entreprise. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Neila? Oui, j'y vais, je me lance. Donc, effectivement, d'abord, il y a des ingrédients qui sont quelque part communs à l'entrepreneuriat masculin ou féminin. Donc ça, vous entendez? D'accord. Effectivement, l'envie d'entreprendre doit être accompagnée à un moment donné par des gens autour qui vont nous faciliter ou nous aider ou nous tendre la main dans les moments difficiles, parce qu'un parcours d'entrepreneur est loin d'être linéaire. Et là où on va à un moment donné se sentir soit seul, soit en difficulté, soit dans ce qu'on appelle la vallée de la mort, hein, pour des entreprises, pour les entrepreneurs qui ont déjà vécu ça, il est primordial d'avoir autour de soi, dans l'écosystème, des gens qui vont nous mentorer, nous coacher, nous accompagner ou nous ouvrir des portes. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque part une constante, qu'on soit homme ou femme. Après, en ce qui concerne l'entrepreneuriat au féminin plus particulièrement, moi je pense qu'effectivement, on a souvent un plafond de verre qu'on se met nous-mêmes. En fait, quelque part, les femmes ont tendance à se limiter elles-mêmes, à se dire finalement, je vais rester dans un environnement protégé, je vais peut-être faire de l'intra-entrepreneuriat, je vais peut-être quelque part me mettre dans un cadre où je ne vais pas prendre autant de risques que ça. Parce qu'on a aussi le syndrome de l'imposteur. On a souvent le sentiment que si on a réussi, c'est parce que finalement, à un moment donné, quelqu'un nous a donné à tort une opportunité qu'on ne méritait pas et on va toujours chercher à prouver qu'on est capable de. Et donc ce processus où on cherche la perfection est un processus qui nous fait perdre du temps par rapport à nos pairs hommes ou aux hommes qui entreprennent, qui eux vont plus avoir tendance à se lancer. Donc sans faire de généralité, hein, mais c'est effectivement statistiquement parlant, une tendance qui est claire et nette. Moi, ce que je pense pour aider les femmes à se lancer, il faut d'abord leur montrer qu'il y a d'autres femmes qui ont osé le faire et pour qui ça a marché, et pour qui ça n'a peut-être pas marché aussi, mais qui se sont relevées. Donc ça aussi, c'est hyper important de voir que c'est pas grave. Finalement, on peut tester, on peut y aller. Et si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas un drame. Et quelque part, on a le droit à l'erreur, on a le droit de recommencer. Deuxième chose, être dans des environnements où finalement on va vivre quelque part la vitesse que vivent les entrepreneurs et les entrepreneurs femmes. Donc être mentoré. Moi, j'ai fait partie dernièrement d'un programme aux États-Unis pendant 3 semaines où j'ai été mentorée par une femme très successful en Caroline du Nord, dans le digital. Et même si j'avais le parcours que j'avais, elle m'a apporté énormément de choses. Donc il ne faut pas hésiter aussi à mettre les entrepreneurs femmes, celles qui veulent se lancer, à côté de celles qui sont déjà établies, parce que c'est ce frottement, ce contact qui va apporter énormément aux deux parties d'ailleurs, oui, y compris à celles qui sont déjà en place. C'est très important. D'ailleurs, Women in Africa a toute une opération de mentorat à laquelle BPI France participe aussi. Absolument. Dans une modeste mesure, mais c'est qui est très intéressant. C'est primordial. Et troisièmement, pour finir l'idée rapidement,
ce qui est important aussi, c'est la formation et en fait, s'inscrire dans un processus en tant que femme où on continue d'apprendre à apprendre et où quelque part on n'hésite pas à aller dans des bootcamps, dans des choses qui vont quelque part nous upskiller, nous permettre de comprendre comment ça fonctionne et de nous sentir plus sûrs de nous quand on commence à parler à des investisseurs ou à parler à des gens qui vont à un moment donné nous ouvrir des portes. Donc moi je dirais que c'est les 3 ingrédients. Et autour de ça, évidemment, il y a le networking. Mais si vous êtes là, c'est que vous l'avez amplement compris. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Leïla. Merci Isabelle. J'abonde dans le sens de Yasmine. Je voudrais peut-être ajouter un certain nombre. Pardon ? Oh, excuse-moi, pardon, autant pour moi. Je m'excuse. Très joli. Juste pour apporter quelques points complémentaires, et tu as évoqué cette notion du plafond de verre, qui est effectivement très importante. Et je voudrais faire un focus sur cette notion du plafond de verre. Alors, ce que je n'ai pas mentionné en introduction, c'est que je suis aussi créatrice d'un podcast, Les Inspiratrices, qui est le premier podcast marocain et en Afrique à traiter des sujets de développement personnel et professionnel. Donc pour accompagner les femmes, quel que soit l'environnement dans lequel elles opèrent, que ce soit le monde de l'entrepreneuriat, le monde de l'entreprise, à prendre conscience de leurs croyances limitantes et leurs propres freins. Puisque je pars du principe effectivement que les femmes sont leur premier ennemi. Tu as évoqué la confiance en soi, tu t'es lancé en te disant il faut que j'ai confiance en moi et les choses vont bien se passer. Il y a déjà ce premier plafond de verre interne qui est alimenté par nos croyances limitantes et nos freins qui convient de briser. Et comment le briser, ce premier plafond de verre interne? Et c'est l'une des réponses qu'apporte aussi le podcast Les Inspiratrices. C'est vraiment en étant consciente, dans un premier temps, de certains biais qui sont ancrés dans nos esprits, des biais inconscients ou conscients, qui ont été entretenus depuis notre plus jeune enfance. L'éducation, le fait de pouvoir d'évoluer, de grandir dans une société patriarcale, le fait qu'une jeune fille doit être un modèle, une parfaite élève, le syndrome de l'imposteur que tu as évoqué, ne pas se sentir légitime, ne pas se sentir à sa place pour vivre ses ambitions professionnelles. Donc il y a ce premier frein, ce premier plafond interne, que vous soyez entrepreneuse ou en poste dans le monde de l'entreprise, qu'il est important de conceptualiser et de vraiment vous donner les moyens de briser ce premier plafond de verre. Et ensuite, on arrive à ce deuxième plafond de verre, qui est lui, plafond de verre externe, qui va être alimenté par tous ces facteurs extérieurs de notre environnement. Exemple, on parle de l'entrepreneuriat aujourd'hui, le manque de formation, le manque d'accompagnement des femmes pour pouvoir évoluer dans le monde de l'entrepreneuriat, l'absence de réglementation sur certains points. Dans certains pays, il y a des quotas qui sont appliqués, etc. Et ce plafond de verre externe, pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, il y a aussi, à travers ces différents points, un changement des mentalités aussi, qui doit opérer. C'est-à-dire que beaucoup de freins de nos partenaires externes, les institutions publiques, les banques, le gouvernement également, il y a des biais aussi qui sont ancrés et qui font que les femmes vont être mises dans des cases et on ne va pas forcément croire en leur potentiel de femmes en tant qu'entrepreneuses tout court. Ce qui veut dire que la femme qui va aller négocier des financements, ça va être beaucoup plus compliqué parce que le banquier de l'autre côté va se dire madame est peut-être toute seule, elle n'a pas les garanties nécessaires pour que je puisse lui allouer les financements nécessaires. Quand vous allez pitcher devant des bailleurs de fonds, il y a toujours cette crédibilité, cette légitimité que les femmes doivent justifier et travailler. Ce qui fait qu'il y a un gros travail aussi sur les changements de mentalité à avoir. Et ça, c'est la sensibilisation, c'est la formation, c'est l'éducation aussi. On n'a pas grandi avec cette fibre entrepreneuriale, sauf à évoluer dans un environnement d'entrepreneurs. Mais ça veut dire quoi l'entrepreneuriat? Et être outillé pour justement faire face aux défis futurs de l'entrepreneuriat. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. D'accord. Sandra? Oui, j'abonde sur mes deux copanélistes sur ces aspects qui sont des croyances limitantes et puis le mentorat,
Et je vais ajouter le troisième point qui pour moi est très important. Donc pour être entrepreneur, dans l'idéal, il faut qu'il y ait 3 choses de manière générale. Un accès au marché, donc à des opportunités, un accès à des talents et puis un accès à du financement ou à de l'investissement. Alors sur la troisième partie, moi c'est celle sur laquelle je veux me focaliser, c'est l'accès à l'investissement, donc à des fonds qui ont un appétit pour le risque, à des investisseurs qui ont un appétit pour le risque important et qui ont envie d'investir dans des projets qui ne sont pas encore aboutis ou matures. Et sur cet aspect, on se rend compte qu'en fait, pour une femme, c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir débloquer du capital en amorçage que pour un homme. Donc, une femme seule qui décide de monter une société aura, même si elle est à forte croissance, même si le potentiel de croissance est très fort, ça sera beaucoup plus difficile pour elle de lever de l'argent que pour un homme. Et en fait, sur ce point, mon expérience me montre 2 choses. La première, c'est qu'en fait, il y a une forme de façon de raconter l'histoire de nos ambitions sur laquelle il faut qu'on s'améliore. Donc quand on a un grand projet, qu'on a envie de faire des belles choses, eh bien, on n'a pas forcément les bonnes façons de faire rêver les hommes. Parce qu'encore aujourd'hui, pour beaucoup, c'est eux qui tiennent les bourses du capital amorçage. Et donc, il faut qu'on arrive à le faire. Et puis, deuxièmement, et ça c'est vraiment un appel à la communauté d'investisseurs en fonds amorçage, c'est de créer des fonds pour les femmes en amorçage. Et quel que soit le secteur d'activité, j'ai envie de dire, tant qu'il y a une envie de créer, de fonder et de catalyser une industrie, et que c'est monté par une femme, il faut les accompagner. Aujourd'hui, on donne le droit à des hommes d'avoir accès à l'entrepreneuriat, d'échouer ou de réussir. Nous aussi, on veut avoir accès au droit de réussir ou d'échouer. Et je pense que c'est hyper important. Je passe la parole à Neila qui voulait ajouter un point. Alors, je vais juste raconter une anecdote, mais en deuxième lieu, et ajouter peut-être un point de dire, surtout faites attention en tant que femme à ne pas chercher à imiter les hommes quand vous allez vers l'entrepreneuriat ou le leadership. C'est quelque chose que j'ai souvent vu, en fait, quelque part, des femmes qui cherchaient à devenir tout de suite très autoritaires ou à... Bon, après, il ne faut pas généraliser, mais souvent, les femmes se disent maintenant que j'arrive à un poste de responsabilité, il faut que je sorte un peu mon côté masculin et que je joue la force. C'est comme ça que je vais être respectée. Et je peux vous dire que ça marche vraiment pas, parce que finalement, ce qui est apprécié en tant qu'entrepreneur femme, c'est ce qui nous définit en tant que femme. Donc, garder réellement ces atouts qui vont non seulement attirer les talents, qui vont réussir aussi à faire en sorte que vous soyez authentique quand vous parlez avec l'écosystème et aussi avec les fonds d'investissement, avec les VC, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle on ne pense pas forcément et on voit des gens changer en fait, de comportement inconsciemment. Il faut leur rappeler que ce qui fait leur force, c'est effectivement leurs atouts en tant que femmes. L'autre anecdote... Absolument, l'authenticité. L'autre anecdote que j'avais envie de raconter, c'est dans ma carrière, en fait, j'avais un directeur avec qui je travaillais et qui un jour me dit, on passait en fait des entretiens et on avait des jeunes femmes qui arrivaient en entretien et il y en a une qui lui a dit, moi, ma qualité, c'est d'être ambitieuse. Et moi, je trouvais ça très bien, en fait. Elle avait exprimé une qualité qui est importante dans le monde du travail. Elle sort de l'entretien et il me dit, ça là, on ne l'apprend pas. Et je lui dis, pourquoi ? Il me dit, elle est vraiment pas au niveau. Elle dit qu'elle est ambitieuse. Ça ne se dit pas. Quand on est une femme, ça a tout de suite une connotation borderline, etc. Et j'étais choquée. Et là, on revient effectivement aux choses qui sont vraiment ancrées et qu'il faut complètement déconstruire et détricoter. Ce côté où finalement, une femme ambitieuse, c'est une femme qui va faire des choses qui ne se font pas. Voilà. Donc, simplement cette anecdote, il faut qu'on casse ces codes et cette façon de voir les choses. Et un autre sujet, si je puis me permettre, un autre petit point très important aussi, c'est cette sororité, cette solidarité féminine.
que nous n'avons pas naturellement comparé à la communauté masculine, où il y a vraiment cet entre-soi qui est naturel. Et je pense que le changement aussi passera par plus de solidarité entre les femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pouvoir s'épauler, c'est pouvoir s'entraider, se donner des tuyaux, se donner des coups de pouce, des contacts, ce que les hommes vont faire naturellement, que ce soit dans le monde de l'entreprise, que ce soit dans le monde de l'entrepreneuriat. Et je pense que plus les femmes seront fortes ensemble, plus on parviendra aussi à changer les mentalités. Et ça, c'est très important aussi. C'est aussi parce que les femmes n'ont pas jusque-là peut-être eu foi dans le réseau, le réseautage, l'appui sur des mentors, comme vous le disiez, et que ça, c'est des éléments très importants et qui sont déjà assez naturels pour peut-être les hommes entrepreneurs. Donc, et du point de vue du financement aussi, vous en avez parlé tout à l'heure, est-ce que, par exemple, pour les femmes, c'est aussi peut-être avoir un accès à une formation, une éducation financière, à l'ingénierie financière de projets? Je pense effectivement qu'avoir accès à une formation peut être utile, mais je pense que la meilleure formation, c'est d'avoir du capital pour commencer. Et je pense que c'est vraiment là où on se trompe parfois, c'est parce qu'en fait, on est encore dans l'histoire de l'entrepreneuriat. En tout cas, en termes de créer des entreprises à fort impact et avec un développement très fort, les femmes sont encore jeunes. Donc il faut nous permettre, comme un enfant qui tombe et qui se relève pour apprendre à marcher, il faut nous permettre d'avoir ce capital pour l'utiliser et pour montrer, voilà les qualités qu'il faut avoir limite pour être une femme entrepreneuse à succès. Non, mais ça, en fait, ma question, c'était plutôt justement arriver à structurer le projet du point de vue financier pour présenter un beau projet qui soit viable, etc. Et ça, c'est une éducation aussi qu'on n'a pas forcément, que les femmes n'ont pas forcément. C'est vrai que c'est peut-être que je suis biaisée par ma propre expérience professionnelle, mais je trouve qu'aujourd'hui, cette information, enfin, c'est génial, l'ère du numérique, on peut la trouver sur des tutos en ligne, sur LinkedIn, en appelant un ami qui est dans la finance ou une amie qui est dans la finance. Et ça, pour moi, ce n'est pas forcément le frein le plus important. C'est vraiment d'être en face de gens qui sont capables de décaisser et d'investir. D'accord, merci. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Sinon, alors moi, je suis effectivement totalement d'accord avec toi parce qu'effectivement, au-delà de la formation qui est aujourd'hui accessible, il faut y penser, il faut y aller parce que plus on structure effectivement ses connaissances, ses compétences, et plus on va aussi y aller en confiance quand on va lever des fonds. Donc il ne faut pas négliger cette partie où on se prépare et effectivement, comme on le dit, fail to prepare is prepare to fail, quoi. Donc il faut absolument, mais je pense que les femmes le font assez naturellement, de se surpréparer oui. et d'y aller en étant complètement, on va dire, investie, etc. Mais c'est vrai que, pour revenir à ton point sur on a le droit à l'échec en tant que femme aussi, Françoise Giroud a dit on parlera d'égalité le jour où on nommera à des postes de responsabilité des femmes incompétentes. Et donc, effectivement, c'est drôle, mais c'est vrai que quand une femme échoue, on va dire ah oui, c'est normal, c'est une femme. Quand un homme échoue, alors qu'on lui a donné la possibilité d'aller à un poste de responsabilité, on va se dire c'est pas parce que c'est un homme qu'il a échoué, c'est juste monsieur untel qui a échoué. Et donc c'est vraiment ça aussi le changement quelque part culturel et de mentalité qu'il faut opérer. C'est pas grave, nommer des femmes et donner-leur la possibilité la même chance, voilà, d'échouer. Donc quand je dis nommer, il faut aussi que les femmes arrivent à être dans des boards, à être dans des conseils d'administration. Et aujourd'hui, il y a une étude qui a été menée par MSCI aux États-Unis et qui a prouvé que les entreprises qui avaient plus de 3 femmes dans leur board avaient 45% de profits en plus, de bénéfices en plus par action. Et donc ça, c'est super important par rapport à celles qui n'en ont pas. Donc vraiment, il faut aussi que l'écosystème et l'environnement intègrent les femmes dans des postes importants. Que ce soit intégré. C'est très important aussi que le travail des femmes soit expliqué économiquement parlant, absolument, tout l'apport qu'elles peuvent donner, et que ça se transforme en richesse et que c'est une richesse pour la région, la nation. Alors on termine quasiment, donc je vais passer la parole à Leïla pour répondre à ça. Et en mot de conclusion chacune, dire est-ce vraiment l'âge d'or de l'entrepreneuriat féminin?
Et après, on laissera peut-être la place à une ou deux questions. Merci Isabelle. Oui, c'est important aussi d'avoir à l'esprit que le potentiel des femmes, d'une manière générale, est sous-exploité. Et beaucoup d'études, comme tu l'as justement dit, démontrent aujourd'hui les bienfaits de la diversité genre notamment, mais surtout savoir apprécier l'impact financier que représente le défaut d'exploitation du potentiel des femmes. Une étude, je crois, de mémoire du cabinet McKinsey a estimé un PIB additionnel à horizon 2025 de plus de 12 trilliards de dollars au niveau mondial et 30 milliards de dollars au niveau Maroc. Donc ces chiffres sont significatifs et sont assez criants. Donc ça montre réellement qu'en termes de performance économique pour le pays, pour une nation et pour le monde entier d'une manière générale, le potentiel des femmes et la création de richesses des femmes n'est pas valorisé. Donc ce qui veut dire, c'est qu'il y a un chantier, un vaste chantier qu'il faut réellement accompagner. Et moi, je suis profondément convaincue qu'on va y arriver avec tous les ingrédients que nous avons partagés pendant ce panel. Et puis, l'âge d'or de l'entrepreneuriat féminin, alors c'est ambitieux, certes, et il faut qu'on soit ambitieuse, ça c'est clair, et je suis ambitieuse aussi. On est sur une bonne voie. Je pense que parler de l'âge d'or, c'est un peu trop anticipé. On est sur la bonne voie. En tout cas, il y a une vraie prise de conscience des pouvoirs publics, des institutions. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Et qu'on doit poursuivre ce chemin. Et c'est ensemble que nous devons poursuivre ce chemin. Et le changement des mentalités est très important pour moi. Oui, Zinella, et puis après... Donc c'est dire, est-ce qu'on est à l'âge d'or Est-ce qu'on est à l'âge d'or de Est-ce qu'on y est ou l'entrepreneuriat pas féminin? Alors moi je pense que d'un côté effectivement l'âge d'or de l'entrepreneuriat féminin, on doit le construire nous en tant que femmes ensemble, et donc on a cette chance aujourd'hui d'être consciente des enjeux, des opportunités, et il ne faut pas rester dans l'attente que d'autres nous donnent cette opportunité. Donc arrachons les opportunités, allons-y et créons quelque part des réseaux, des environnements où finalement on va s'entraider, où on va se donner des opportunités supplémentaires et où on ne va pas laisser le choix. Il faut vraiment qu'on secoue le cocotier et qu'on ne laisse pas le choix. Ça, c'est notre responsabilité à nous en tant que femmes. Et c'est vraiment pour moi primordial de ne pas rester acteur, spectateur, de ne pas rester spectateur, pardon, mais d'être acteur de ce changement-là pour que l'âge d'or devienne réellement un âge complètement d'or. Deuxième chose à laquelle je pense aussi, c'est effectivement l'importance, et je pense que ça a déjà été dit, de l'entraide entre femmes. Et là, pour que finalement, aujourd'hui, quand on est femme dans l'entrepreneuriat, on a une chance d'être parmi les rares femmes qui ont réussi à entreprendre. Donc, effectivement, on s'impose naturellement à nos pairs masculins. Donc, ils sont obligés de faire avec nous. Et souvent, les femmes sont bien contentes de garder ce côté un peu star et rare. Elles sont seules, entourées d'hommes qui, quelque part, vont les aider, mais qui vont aider quelques femmes. Il faut absolument que les femmes qui y arrivent tendent la main à d'autres femmes et qu'on travaille ensemble dans ce sens-là. Et c'est ce qui va réellement changer la donne, puisque les hommes le font naturellement, comme tu l'as déjà dit tout à l'heure, Yasmine. Non, Leïla, pardon. Merci. On va passer la parole à Sandra. Moi, clairement, âge d'or, non. On est vraiment loin de l'âge d'or pour les femmes entrepreneurs. Mais mon mot aujourd'hui de fin, ça va être de dire aujourd'hui aux communautés de venture capitalistes, qu'ils soient hommes ou femmes, de plus investir dans le capital amorçage pour les femmes, quel que soit le secteur d'activité. Je pense que c'est vraiment mon mot de la fin, parce que comme tout le monde, on a le droit de tenter, d'essayer, et il y a énormément de potentiel et de talent chez les femmes. Je pense qu'en fait, on est super préparé, qu'on est prête. C'est juste que si on sait qu'il y a du capital de disponible et qu'on n'a pas de risque à quitter nos emplois pour créer, eh ben, on sera très nombreuses à créer. Voilà. Faut y aller. Faut y aller. Est-ce qu'il y a, merci à toutes, est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'on a peut-être un temps pour une question ou deux maximum. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, vous pouvez voir les intervenantes
Il y a une question? Non, je n'ai pas vu. Non, bon. J'ai pas mes lunettes, je ne vois pas. Bon, dans ce cas, on va conclure. D'abord, je voudrais vous remercier infiniment d'avoir participé à ce panel. Je voudrais remercier notre audience d'être venue et ceux qui vont nous regarder en replay également d'être là. Donc, l'âge d'or, pas tout à fait. On va dire peut-être l'âge de porcelaine. La porcelaine, c'est à la fois délicat et résistant. Donc, on pourrait conclure comme ça, mais beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de potentiel. Et il faut de l'accompagnement, il faut du temps pour aussi partager avec nos collègues masculins de l'entrepreneuriat pour que chacun ait sa part. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup et à très bientôt. Merci.